Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mousse, saison 30, réalisé ce soir encore par Jérôme. Dans un instant, nous aurons notre bon professeur Thibaut au téléphone depuis la Cinémathèque, où se prépare un anniversaire. Il évoquera ce moment à la Cinémathèque ce soir. Et puis Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission, axera sa chronique, lui, autour des Toulousaines d'un tigre des platanes, que l'on pourra écouter demain soir au Théâtre du Pavé. Et puis je recevrai Jérôme Pinel du duo Slam Strange Enquête qui commence en ce moment à se produire en solo avec un spectacle, les monologues d'un code-barre que l'on a pu voir la semaine dernière au Bijou, que l'on pourra revoir au Siam le 13 mars prochain. Excellente occasion en tout cas de faire mieux connaissance et pour cela il a même amené des disques. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Les Grandes Bouches New Look, c'est un septet cette fois, sortent ce soir un nouvel album. Il s'appelle Je vous salue ma rue. Philippe Dutheil nous l'a évoqué la semaine dernière à ce micro. Il ne reste plus qu'à l'écouter. À noter que les Grandes Bouches fêtent cet album ce soir à 19h à l'espace Roguet. Les Grandes Bouches, on les écoute illico, La Sentinelle, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Sentinelle, reste sur tes gardes. L'ennemi invisible est partout tapis dans l'ombre. Les réducteurs de tête, les croque-morts de la pensée. Préviens-nous. Ne t'endors pas, Sentinelle, notre rude exactitude doit tutoyer le vrai et l'utile. Nous devons demeurer réfractaires, ne rien nous laisser confisquer par ces temps turbulents. Notre exigence doit aller à l'ardente prééminence de l'esprit. Nous devons rester plus que jamais intransigeants, persister dans notre mission de passeurs vigilants, de veilleurs aux aguets. Notre vouloir sera sans faille, nous devons nous aguerrir à tenir debout dans la fragile verticalité. Nous devons répondre de notre capacité d'indignation, dire non quand il faut dire non. Le fleuve sauvage invente chaque jour son lit de liberté. Le fleuve sauvage invente chaque jour son lit de liberté. Ne laissons pas construire de digues. Soyons le sel que l'on jette dans la braise. Demeurons les gardiens de l'horizon. Conjuguons tous les temps au temps de la révolte. L'aube n'est pas encore levée, il fait encore nuit. Mettons-nous en ordre, ne t'endors pas, sentinelle, le jour vient. Soyons prêts, le verbe doit rester séditieux, le poème insoumis. Ne t'endors pas, sentinelle. Ce soir, sur la place, grande séance de cinéma avec le célèbre et audacieux Jim Parker et son cheval Dixie, de l'aventure et des galopades dramatiques avec le cavalier du Far West. Oh, Jim. Daphne, I love you.
Vous l'avez compris, d'ordinaire, avec ce jingle, c'est que notre bon professeur Thibault n'est jamais très très loin. Bonsoir, professeur. Bonsoir, petite fée de la FM. Bonsoir. Comme votre voix est caverneuse et que vous me semblez loin ce soir. Je le rappelle, vous êtes actuellement à la Cinémathèque parce que s'y passe ce soir un petit événement, une sorte d'anniversaire pour célébrer ce qu'il se passait dans les années 90. Le samedi soir de 19h à 20h, les ondes campusiennes, nos ondes campusiennes, étaient alors tenues par un quartet plutôt diabolique et ravagé, composé de Thomas Cuvelier, Frédéric Thibault, le professeur était déjà là, Laurent Elbé et puis Claude Ledu. Au programme de cette émission de cinéma, cinéma populaire, cinéma de genre et musique de film. Et à ce petit jeu-là, Claude Ledu était un intarissable. C'est ce dernier, décédé il y a 10 ans, que la Cinémathèque fête ce soir. Anniversaire qui va être composé de la projection d'un court-métrage, mais aussi d'un concert. Mais avant de parler de cette soirée, professeur Thibault, en quoi Claude Ledu était-il indispensable ? Il était indispensable parce que je pense que c'était quelque part, en tout cas sur la région toulousaine, et que dis-je, sur la France, soyons fous après tout, il a été quand même notre père à tous, question cinéphilie, et notamment dans la frange western spaghetti, parce que il faut toujours le rappeler, parce que si le western spaghetti est un peu hype et un peu à la mode aujourd'hui, il n'en allait pas de même dans les années 80, les années 90 et même au début des années 2000. C'était une toute autre question. Et ce que Claude a fait, en fait, Claude a défriché, si je peux dire, en fait, tout le genre. C'est quelqu'un qui a entretenu une correspondance suivie avec que ce soit des acteurs, des techniciens ou des réalisateurs de Western Spaghetti. Et en fait, son travail, c'est longuement d'ailleurs trouvé édité. C'est quelqu'un qui a travaillé pour Impact. Alors Impact, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était on va dire le petit frère de Mad Movie. Voilà, et notamment aussi par le biais de nombreux fanzines où il publiait des dossiers. C'est-à-dire que là, pour la première fois en France, on avait accès à des filmographies de Damiano Damiani, de Sergio Corbucci, de réalisateurs comme ça, qui à l'époque n'intéressaient strictement personne. Oui. Donc pour vous dire que c'était quand même super important. Et avec aussi une autre spécialité qui animait Claude Ledu, c'était la musique de film. Et là aussi, il était assez pointu sur ce genre-là. Oui, parce que ça allait de pair avec sa passion du Western Spaghetti. C'est étant donné que on va dire que la musique, on peut dire la musique d'ailleurs de Western Spaghetti, c'était son utilisation complètement différente qu'est-ce que je pourrais dire, du western américain, s'il fallait comparer les deux. C'est-à-dire qu'au niveau de la musique de Western Spaghetti, c'est-à-dire que vous avez quelquefois dans certains films, c'est un personnage à part entière. Et puis après, tout le monde connaît les thèmes, bien évidemment, des Morricone écrits pour Sergio Leone, et avec ces petites ritournelles qui correspondent à chaque personnage, c'est quelque chose qui a été repris dans énormément de westerns. Donc oui, ça les perd, bien évidemment. Donc ce soir, on va voir un concert qui va célébrer la mémoire de Claude Ledu en jouant des musiques de films. On va reparler un peu de la formation qui jouera dans 2 minutes. Mais on va voir aussi un documentaire qu'il avait fait avec Éric Cherrière, Rouge Western. Donc un documentaire qui traîne du western. Il a beaucoup œuvré dans le documentaire. Il a fait juste un autre documentaire un petit peu avant, mais qui était beaucoup plus court que celui qu'on va voir ce soir. Celui qu'on va voir ce soir, en fait, c'est un format de 52 minutes. Et donc je sais qu'il en avait beaucoup en prévision. Mais celui de ce soir, en fait, est vachement intéressant parce que c'est alors Rouge Western. On peut se poser la question pourquoi Rouge Western.
parce que ça s'intéresse en fait à une frange du western spaghetti, qui était donc ces fameux western zapatistes, donc qui traitaient de la révolution mexicaine, bien sûr parce que c'était les westerns, et c'est les westerns super intéressants parce que en fait, au travers de ça, qu'est-ce que faisaient ces cinéastes, alors que ce soit Corbucci, Damiano Dagnani, voilà, des gens comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils parlaient de la situation politique en Italie à l'époque, à la fin des années 60. Et à la fin des années 60, c'est les années de plomb. Exactement, et c'est les années de plomb, et donc c'est très 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 tumultueux l'Italie à cette époque-là. Et donc il y a eu effectivement une poignée de westerns révolutionnaires, alors qu'ils sont, c'est assez marrant d'ailleurs parce qu'ils sont très différents les uns des autres. Il y en a certains, ce sont de vrais appels à la révolution, et d'autres qui sont plus nuancés, voire très sombres, donc il y a eu des idées et donc de tout ce qui se passait dans l'Italie de ces années-là. Très bien. Voilà, donc ça se passe ce soir à la Cinémathèque à partir de 18h30. Donc ça commence par la projection du documentaire Rouge Western, et puis vers 7h30, 8h moins 20, on passera à la phase concert avec un groupe qui s'est créé pour l'occasion et qui va regrouper plein de musiciens que l'on connaît bien à Toulouse. Il y aura Frédérica Alazina à la voix, mais aussi au clavier, Olivier Cussac à la guitare, mais c'est lui aussi qui orchestre l'ensemble des morceaux et c'est lui qui a dû se charger de l'orchestration de tout ce bazar. Maxime Delporte sera à la basse et à la contrebasse, Léo Laguille à la trompette, Loïc Laporte à la guitare, Rémi Leclerc au clavier, et c'est Arthur Auer qui se chargera du son, avec un concert qui est enregistré. J'espère bien que lorsque Olivier Cussac viendra dans cette émission dans 2 mois, il nous en fera écouter quelques extraits. Je pense que c'est un concert qui est aussi diffusé sur une chaîne concurrente mais néanmoins amie, Radio, puisque c'est eux qui sont coproducteurs de cette soirée avec la Cinémathèque, et donc tout ça c'est à partir de 18h30. Monsieur Thibault, on va peut-être en rester là et on se dit à très bientôt. Eh bien écoutez, moi je vous dis avec très très bientôt, avec une grande impatience, de venir me retrouver dans ce petit studio confortable. Eh bien très bien, et moi je vous dis à très très bientôt et avec très grand plaisir. Allez, à tout à l'heure, Fred. À tout à l'heure. Vous croyez qu'en radio ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Voilà, nouvelle page musique maintenant avec notre ami, notre maître, notre lumière à tous, le phare de cette émission. Je le dis souvent, la caution morale et artistique de ce programme. Jean-Pierre Lérac, bonsoir. Bonsoir. Il y a une quinzaine de jours, vous étiez venu ici nous parler d'un groupe qui sortait un nouvel album, Animal. Animal que l'on pourra voir demain au Théâtre du Pavé, dans le cadre d'un pavé dans le jazz. Et puis, comme d'habitude, un pavé dans le jazz, c'est un coplateau. Et la deuxième partie de ce plateau, c'est une formation toulousaine dont vous allez nous parler ce soir. Voilà, je pense que c'était bien de séparer en deux parce que c'est quand même, là, pour une fois, on a vraiment un double plateau assez conséquent. Ça va être d'ailleurs un des temps forts de la saison du pavé. Et c'est vrai que, bon, autant Animal, le Tigre des Platanes, c'est vraiment, on les traite un peu à égalité. C'est vraiment, souvent, on a une première partie régionale. Là, nous avons 2 concerts. Donc, pour ce qui est de Tigre des Platanes, bon, ça, c'est vrai que c'est un groupe, maintenant, tout le monde connaît à Toulouse, j'imagine. Et c'est vrai qu'il fait un peu partie de l'histoire du jazz à Toulouse, oui. Disons-le. Oui, disons-le. Disons-le. Donc quand ils sont arrivés il y a une dizaine d'années, donc c'est vrai que c'était tout à fait nouveau, leur musique, c'était quelque chose on n'avait pas entendu encore ça. C'est vrai que il y avait une énergie rock, une énergie funk, mais en même temps du free jazz. Ils avaient réussi un mélange là-dedans. Bon, c'est vrai qu'ils reprenaient beaucoup de morceaux de l'Art Ensemble, des morceaux de Roland Kirk, quelques compositions, mais ça donnait vraiment quelque chose avec une énergie incroyable. Et ça a été une période pendant 4-5 ans où ils ont tourné énormément. Et
sur les scènes toulousaines évidemment, mais partout en France. Moi, je me rappelais les avoir vus en première partie de Getachew, Mercuria et JX au festival Africolor, en banlieue parisienne. Donc voilà, ça a été une période très riche avec plusieurs albums. Et voilà, donc on se souvient de toute cette période. Bon, et après, il y a eu une période, ils ont eu leur période éthiopienne, ils ont commencé à faire quelques voyages en Éthiopie. Et puis, cette année suivie, cette période, ils ont commencé à jouer des morceaux éthiopiens. Puis après, ils se sont associés avec Ténej Wassier, qui l'ont ramené. Ils ont rencontré Ténej Wassier en Éthiopie. Donc, ça a été un quintet aussi, là aussi, avec vraiment des choses magnifiques, tout autre chose, évidemment, mais avec toujours la même énergie. Avec un album signé sur le label de Francis Falsetto, absolument. Le découvreur des Éthiopiques. Donc le redécouvreur de la musique éthiopienne il y a une quinzaine, 20 ans en Occident. Voilà, donc ils avaient complètement recomposé tout leur répertoire. C'était plus du tout rock en fait. C'était une autre, vraiment de la musique éthiopienne, comme faisait ZX. C'est vraiment un mélange d'arriver à s'imprégner de ces musiques qui sont très particulières, quand même, la musique éthiopienne. Donc il y a eu cette période-là, puis après évidemment, au bout d'un moment, il y a eu un coup de mou, des séparations. Il y a Mathieu Souriceau qui lui a continué avec Ténej Wassier. Un duo. Maintenant c'est un trio. Et c'est toujours aussi brillant. Toujours aussi brillant. Et c'est vrai que le Tigre des Platanes, bon, chaque musicien a chacun pas mal de projets. C'est des musiciens qui jouent beaucoup. Donc il y a eu quelques années comme ça, un peu de coup de mou, quoi. Voilà. On va peut-être rappeler le nom de cette époque du Tigre du Platane. Mathieu Souriceau, on vient d'en parler, il était à la basse acoustique, mais il y avait aussi Pierrot Pépin à la trompette, Marc Desmereaux au saxophone et Fabien Duscoms à la batterie. Voilà. Et donc il y a à peu près 2 ans, le Tigre des Platanes est revenu sur le devant de la scène, se reforme avec une formation quasiment inchangée, sauf. Et oui, c'est là que c'est quand même quelque chose qui nous a surpris à tous. Parce que la personne qui est arrivée... Mathieu Souriceau est parti avec Ténej Wassier pour faire le travail en duo qu'on connaît, on disait tout à l'heure, maintenant c'est un trio et c'est assez magnifique. Et donc ils ont changé de bassiste. Quelqu'un qu'on connaissait bien, mais pas du tout dans ce monde. Mais pas du tout dans ce contexte. Voilà, c'est Mathias Imbert. Voilà, Imbert. Et donc, qui était Imbert dans la chanson. Donc c'est vrai que dans ces chansons, il s'accompagnait la contrebasse. On savait que c'était un très bon contrebassiste. Il avait pris des cours avec Bruno Chevillon. Voilà, on savait qu'il avait été intéressé dans ses années de formation à Montpellier par le jazz et le free jazz. Il était passionné par ça. Et de là à franchir le pas, à devenir contrebassiste, excusez-moi. Et c'est vrai que c'est quand même le miracle a eu lieu parce que franchement, il a mené sa couleur à lui. Et en fait, surtout, c'est que quand on a retrouvé ils ont remonté un nouveau répertoire, que des nouveaux morceaux. Et c'est là qu'on se dit bravo, on se dit chapeau, parce que c'est vrai que des fois les résurrections de groupes comme ça, on y croit moyen, on se dit est-ce qu'ils vont retrouver cette flamme qu'ils ont eue pendant des années comme ça. Et en fait, quand on réécoute le concert, j'espère qu'ils vont refaire les mêmes carrières, parce que la musique garde totalement la même énergie. Moi, je suis très étonné. Les compositions, les arrangements sont magnifiques. C'est vraiment bon. C'est vrai que Marc Desmereaux est vraiment quelqu'un qui, au niveau des arrangements, qui est très précieux. C'est vrai que c'est un travail de groupe. Bon, on a tendance souvent. C'est quand même un peu souvent Marc qui est un peu le leader dans ces projets-là. Même si apparemment sur ce nouveau répertoire, Imbert y a été beaucoup impliqué sur le travail de composition et d'arrangement. Il a amené une autre couleur, il a mené ça. C'est vraiment. Donc moi moi j'avoue que j'ai du mal à croire au retour des groupes comme ça. Je dis on a une période comme ça, mais là je dis bravo et j'espère c'est pour ça qu'on avait vraiment envie de programmer ça au pavé. Et que j'espère que ça va relancer une nouvelle carrière, parce que franchement c'est aussi étonnant que quand ils sont arrivés il y a 10 ans. Et on les a vus ensemble il y a 5 mois à l'Impro où ils faisaient la première quasiment la première mouture de ce nouveau répertoire. Et on est tous sortis avec la balade. Et il y avait une excitation dans la salle de voir rejouer ce quartet, mais de ceux qui nous ont proposé, avec un début de concert qui a scié l'ensemble des auditeurs. On s'est dit tout d'un coup, ils sont revenus. Il y a une énergie, il y a une pêche, c'est assez faramineux. Ces 4 musiciens, enfin les 3 qui sont restés, entre-temps, ils ont quand même aussi continué, ils ont eu beaucoup d'expérience musicale. Fabien
bien jouer avec plein de gens, aussi des Éthiopiens, tout ça. Pierrot Pépin aussi. Oui, et puis avec, Poulsen, Fabien. Enfin, il y a eu toute donc cette période-là. ils ont pris encore plus de bouteilles, et donc voilà, donc il y a vraiment un super groupe là. Qu'est-ce qu'on peut dire entre Animal et ce quartet-là, si les tous ne viennent pas, moi je ne comprends plus rien. Eh bien, on verra le résultat demain. Donc ça se passe demain soir au Théâtre du Pavé à partir de 20h30, comme d'habitude au Pavé. Animal... il y aura de quoi manger, bien sûr. Voilà, c'est tout. Donc, passer une bonne soirée. Quoi. Animal, la formation de Funel-Fournéron, avec notamment Sylvain Darifourque à la batterie et Joachim Florent à la basse. Fidèle Fourneron, lui, est au trombone. Et puis donc, sur le même plateau, le Tigre des Platanes, en premier, en deuxième, on verra ça demain. Mais le Tigre des Platanes avec ce nouveau répertoire que nous sommes nombreux ici à vous conseiller d'aller écouter. Et puis, comme un bonheur ne vient jamais seul, les miracles de la technique étant ce qu'ils sont, par le biais d'Internet et d'un petit Wiz Transfer, nous avons reçu hier les premiers prémix d'un album du Tigre des Platanes qui ne devrait pas tarder à sortir. Et donc, on va pouvoir vous passer en exclusivité, comme on dit dans ces cas-là, un morceau de ce futur album. Ça s'appelle L'œil du crabe, entre Animal qui joue des morceaux qu'avec des noms d'animaux et dans Le Tigre avec l'œil du crâne. Demain, ça va être vraiment une soirée animalière. On peut dire ça. On peut dire c'est ça. Le thème de la soirée. Voilà. Le Tigre des Platanes, l'œil du crabe, c'est donc un prémix d'un album qui va pas tarder à arriver. Et profitez-en, demain soir, ça se passe au Théâtre du Pavé.
Voilà, le tigre des platanes. Si vous voulez avoir la suite de ce solo de saxophone absolument ébouriffant, et vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire, à vous précipiter demain soir au Théâtre du Pavé, donc pour le concert d'un pavé dans le jazz du mois, avec double plateau demain, Animal, la formation de Fidèle Fourneron, suivi ou annoncé par le tigre des platanes, nouvelle formule, avec Fabienne Duscoms à la batterie, Pierrot Pépin à la trompette, Marc Desmereaux au sax et Ember à la contrebasse. Demain soir, 20h30, Théâtre du Pavé. On vous l'aura dit, il vous reste plus qu'à y aller. Et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout ce pamphlet avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Voilà, toujours Caramel Mou, et nous en passons tout de suite à notre invité unique de l'émission, Jérôme Pinel. Jérôme Pinel, bonsoir. Bonsoir. On vous connaît jusqu'à présent comme l'un des deux de Strange Enquête, groupe de slam, on va le dire comme ça. Vous sévissez à Toulouse depuis 4-5 ans. Ouais, Strange Enquête, c'est depuis 2011. Ouais, donc ça fait presque 8 ans. Oui. Mais bon, comme on a mis du temps à arriver à Toulouse. Ouais, c'est vrai que les liaisons entre le Mazamet, on est venu à pied. Mazamet et Toulouse ne sont pas folichonnes. Donc voilà, Strange Enquête, c'est une histoire qui court toujours. Oui, on joue la semaine prochaine voilà. à Albi. Et par contre, ça ne vous empêche pas depuis quelque temps de vous produire avec un nouveau spectacle dont on va parler largement dans la demi-heure qui arrive, les monologues d'un code-barre, drôle de titre pour un spectacle de slam. Est-ce que d'abord c'est un spectacle de slam ? Est-ce qu'on peut faire un spectacle de slam ? Alors, moi, je participe beaucoup au mouvement slam, que ce soit à Toulouse ou ailleurs. Donc, s'il faut rappeler ce que c'est que le slam, c'est des scènes ouvertes de poésie, où l'important, c'est que tout le monde puisse participer, et que celui qui dit, c'est celui qui a écrit. Et le but du slam poésie a été de démocratiser, entre guillemets, cette poésie. Le plaisir de l'écriture. Et de le dire aussi, surtout. Ça fait vraiment partie de la chose, de faire de la poésie un spectacle. Et derrière, il y a beaucoup de projets musicaux, surtout, qui sont nés. Beaucoup de gens qui se sont dit, moi j'ai des textes, je vais les mettre en musique. Et qui ont, du coup, dans ce penchant, entre guillemets, entre la musique illustrative derrière, et puis quelque chose qui pourrait être de la chanson, des choses comme ça. Et donc on a collé cette étiquette slam. Voilà, je vais pas faire le vieux prof, là, c'est pas mon but, je suis trop jeune pour faire ça. Mais du coup, les deux, en fait, sont issus de scène slam, c'est-à-dire que moi, tous les textes que je veux donner sur une scène ont été testés sur une scène slam a cappella, entre guillemets. Même ceux qui sont écrits pour Strange Enquête. Un peu moins pour Strange Enquête, surtout sur le dernier album où on a vraiment fait des morceaux ensemble, donc on les a vraiment écrits ensemble. Enfin voilà, on a travaillé un peu plus, entre guillemets, dans le même temps au niveau musical. Donc le texte a été vraiment écrit par rapport à une musique, et où la musique a été vraiment faite par rapport à un texte. C'est pas, je te donne un texte, débrouille-toi derrière pour illustrer, quoi. Les monologues d'un code-barre, c'est un spectacle de textes, c'est un assortiment de plusieurs textes, mais c'est a cappella. En fait. Donc sans musique, sans bruitage, aucune musique, rien du tout. C'est plus proche du théâtre finalement. C'est monté comme un set de musique, d'accord, c'est différents petits textes qui s'enchaînent. Qui rythment le spectacle. Voilà, autour d'une thématique. Et la thématique, c'est quoi sur ces c'est que des gens qui deviennent un petit peu fous, en fait. Ah ouais. C'est un petit peu autour bien dans l'air du temps. Ouais, pas faux, ouais. Donc une galerie de portraits, c'est ça? De situation, je dirais, en fait. Le prétexte, c'est qu'on est sur un quai de gare et il y a quelqu'un qui va, entre guillemets, se fendre d'interpréter chaque fois une personne, une situation différente, un texte différent. Et donc, c'est des gens qui ont un petit problème avec la réalité, qui ont tendance à aller un peu trop loin, je dirais. Et voilà, alors des fois c'est marrant, des fois ça l'est moins, soyons francs. Mais c'est différentes petites scènes, en fait, entre guillemets. Mais c'est pas, il n'y a pas de partenaire, c'est pour ça que ça s'appelle les monologues. Et d'un code-barre, parce que ce sont des gens qui sont, entre guillemets, tirés du quotidien de notre société à nous, quoi. Et une façon pour vous aussi de dire le ressenti que vous inspire notre quotidien? Moi, j'écris pas en me disant je vais faire un spectacle sûr ou sûr, sincèrement. Je prends ce qu'il y a un peu autour de moi et puis du coup, j'écris des textes à partir de ça.
puis voilà, un jour, je me suis dit, voilà, j'avais un texte en fait dans Strange Enquête, dans le premier set de Strange Enquête, qui faisait un interlude qu'on n'a jamais réussi à mettre en musique autour de ça, en fait, qui s'appelle Le Casino de la Cône. Et pour ceux qui avaient vu le spectacle, ça a coupé toutes les lumières, c'était dans le noir, il y avait une lampe torche, enfin, bref, c'était un truc un peu délirant. Et tout ça pour dire que voilà, ça c'était tiré de faits réels, et ce spectacle en fait il est né de cette partie-là de votre spectacle, voilà, avec Strange Enquête. Exactement. Donc un spectacle, les monologues d'un code-barre que l'on a pu voir la semaine dernière au Bijou, et que vous allez rejouer à Toulouse le 13 mars au Siam, et vous nous direz tout à l'heure dans quelles conditions vous êtes arrivé au Slam, et dans quoi s'inscrit ce spectacle, puisque c'est quand même un petit événement au Siam qui vous permet aussi de rejouer ce spectacle-là, mais en même temps que l'apparition des monologues d'un code-barre, moi j'avais envie de voir avec vous ce qui avait fait un peu votre parcours. C'est vrai qu'on vous connaît, on vous connaît comme un des slammeurs de la scène toulousaine, même si vous êtes basé la plupart du temps dans le Tarn, mais c'est vrai qu'on vous connaît ici comme slammer et comme quelqu'un donc qui écrit, mais qui écoute aussi de la musique. Et donc, comme la plupart des invités cette année, on vous a demandé une petite playlist. Vous nous avez gentiment envoyé une dizaine de morceaux. Ça a été dur, hein. Mais comme tout le monde. Ça a été un peu, la semaine dernière, Philippe Dutheil à ce micro disait, mais pourquoi 10 ? Effectivement, pourquoi 10 ? Pourquoi pas 20, 30, 40 ? Mais parce que déjà que les 10, on n'a pas le temps de les écouter tous, alors imaginez un peu les 40. Enfin, toujours est-il que dans le début de votre playlist, on trouve ça, on l'écoute et on en parle juste après. Voilà. Akhenaton, finalement pas de surprise pour un premier de la liste. Akhenaton, le chanteur de IAM, donc extrait de son premier album solo. Akhenaton, pour vous, quelqu'un d'important, quelqu'un qui vous a donné envie? Oui, à bien des égards. En fait, ça, c'est le morceau qui ouvre le premier album d'Akhenaton. C'est le premier disque que j'ai acheté. Voilà. Oui. Donc, c'est quand même important le jour où on achète un disque par soi-même, pas le disque de son frère ou le disque de ses voisins. Et quand on le met dans la platine et qu'on écoute, on a écouté peut-être les clips ou le single qui tourne à l'époque. Et puis, il y a quand même l'intro de l'album, quoi. Puis, le premier album, c'est quelque chose dont on se souvient toujours. Complètement. Donc... ce morceau est un peu long, mais moi ça m'a mis une claque en fait quand j'ai écouté ce morceau-là, parce que ça racontait beaucoup de choses. Il y a une fin et en fait c'est quelqu'un qui est très très fan de Ennio Morricone, on en parlait tout à l'heure, donc ça s'entend beaucoup dans cet album d'ailleurs. Et donc voilà, il retrace dans ce morceau toute l'histoire d'un mafiosi en fait, ses débuts, ça. Vie et fin, entre guillemets, début et fin. Tout ça, juste, je voulais mettre un morceau d'Akhenaton, j'ai longtemps hésité, est-ce qu'on mettait quelque chose de plus actuel ou celui-ci. Et parce que je trouve que cet album c'est 95 et c'est Akhenaton a su, entre guillemets, vieillir, je trouve. Et bien vieillir. Bien vieillir, mais surtout sans tricher. Souvent, on assimile le rap et le hip-hop à une musique de jeunes. C'est son dernier album, il évoque le fait qu'il a 47 ans. Alors, c'est pas très vieux, j'en suis conscient, mais c'est assez rare en fait. Mais il faut le penser comme ça, c'est-à-dire que les gens comme Akhenaton, comme même Joey Starr, si on prend les premiers groupes de rap français, quoi, ont maintenant 50 ans ou pas loin, quoi. Et donc moi je fais partie des gens qui retrouvent Akhenaton et qui écoutent Akhenaton et cet homme déjà, je trouve, a su mettre de la poésie, de la profondeur dans son rap, et ça faisait vraiment vraiment un plaisir, beaucoup d'intimité aussi. J'ai beaucoup aimé ça. C'est quelqu'un qui veut très bien vous parler de fleurs dans un texte, il n'y a pas de problème. Qui a eu l'honnêteté de dire qu'il vieillissait. Je trouve, et voilà, moi je retrouve Akhenaton. Voilà, je suis content de voir que les gens évoluent. Je me dis que moi aussi j'évolue et Akhenaton évolue. Mais c'est bête, je suis pas en train de dire, je n'irai pas le lui dire, mais voilà, c'est flagrant, je trouve. Voilà. Très bien. On écoute tout de suite le deuxième morceau de votre playlist. Deuxième artiste proposé, Gainsbourg, dans ce qu'on a pu appeler le premier concept album français, album mythique, Mélodie Nelson, qui doit dater de quoi ? De 67, 68 ? Oui, chaque fois, moi j'ai des débats et puis on s'aperçoit que c'est pas les années 70 en fait. Non, c'est 67, 68, oui. Et ça doit être ça. Et on s'aperçoit en écoutant ce morceau que sa voix était terriblement musicale et que c'est quelqu'un qui aurait pu faire du slam.
C'est quelqu'un qui a su faire beaucoup de choses déjà, qui a su tenter beaucoup de choses et qui a aussi capté, je trouve, pourtant il venait de la chanson et il a fait beaucoup de choses très très diverses, mais qui a essayé de mettre le texte en musique de manière différente, en fait de le faire sonner différemment. Alors ça va bien avec la technique de l'époque, parce que pour sonoriser un gars qui chante comme ça, il faut approcher le micro, ouvrir les gains, c'est quand même pas... C'est très moderne en fait déjà finalement, je trouve. Mais il faut écrire un texte, on n'écrit pas un texte qu'on va dire de cette manière-là, comme on écrit une chanson comme Les Feuilles Mortes, quoi, que j'adore, mais qui est complètement différente. Donc c'est un gars qui a su Et quand vous dites qu'on n'écrit pas comme on écrit Les Feuilles Mortes, vous voulez dire quoi? Qu'il y a plus de ressenti, c'est plus une introspection, c'est... Non, c'est au niveau de l'écriture, du rythme de la phrase, en fait, je trouve. Les phrases sont pas les mêmes, c'est plus long, c'est pas des... On n'est pas sur un format de poésie, entre guillemets, classique. Avec couplet-refrain, couplet-refrain. Surtout à compter une métrique, quoi. Ouais. Et Gainsbourg, on a l'impression qu'il s'en moque un peu de tout quand il chante, mais en fait, il se moque pas de tout. Et il savait très bien que ce genre de texte-là était très compliqué à chanter. Mais du coup, il a trouvé une autre musicalité. Et effectivement, plus tard, quand va revenir le spoken word, donc tous ces gens qui vont venir dire des textes sur de la musique, comme dans les années 2000, là, et dont je fais clairement partie, oui, c'est un gars qui a su très bien le faire, quoi. Mais Ferré l'a fait quand il fait le chien, voilà, il change son phrasé. C'est des mecs qui savaient très bien écrire des chansons avec des octosyllabes ou des alexandrins, sauf qu'ils ont tenté des choses. Et alors Gainsbourg, je trouve que c'est vraiment celui qui a tenté plein de choses. Donc c'est pour ça qu'il fallait le mettre. Dans la façon de dire les choses quand vous êtes sur scène, c'est des effets que vous recherchez, cette façon de placer le mot plus que la voix? Des fois, je suis lent, je réfléchis. Je vois que la question vous interpelle. Oui, bien sûr. C'est mon parti pris. Je pense qu'il faut que le mot, il porte un sens, certes, il porte une intention, il porte une émotion. Et la voix doit servir ça, je trouve. Et c'est plus le sens que la musicalité, par exemple, du mot. C'est au-delà même du sens. Mais il faut qu'on l'entende, ça, cette musicalité-là, je trouve. Il faut qu'elle y soit. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, peut-être qu'on va pas avoir des gens qui... C'est ce que fait Gainsbourg. Gainsbourg, on entend qu'il peut chanter, pas sur ce texte-là. Mais on entend sur certains morceaux qu'il sait très bien comment il faudrait le chanter, mais il ne le chante pas. C'est extraordinaire, je trouve. Je trouve ça extraordinaire. On continue la découverte de votre playlist avec quelque chose là d'un peu plus surprenant. Jacques Brel, La Quête, extrait de la comédie musicale qu'il a quasiment ruiné, L'Homme de la Mancha. Je crois que suite à ça, il a recommencé à faire des concerts parce qu'il s'était vraiment mis à sec sur cette histoire-là. Pourquoi Brel? Là, pour le coup, on est dans la tradition classique de la chanson française, là. Et avec même cette façon d'interpréter qui est très mais moi j'adore, parce que lui il porte le texte, pour le coup la musicalité s'efface derrière le sens du texte, quoi. Mais ça sonne, on peut pas dire il chante faux. On le dira pas. On voit très bien comment dire, qu'il aimait les tripes. Ouais, et puis il est tellement dedans qu'on dépasse entre guillemets juste le simple cadre mélodique, quoi. C'est-à-dire qu'il porte tellement le texte. Enfin, moi ça m'exalte en fait, vraiment, je trouve ce mec enthousiasmant pour 100 personnes, ça me fait plaisir d'entendre Jacques Brel, sincèrement, je trouve tellement enthousiasmant. C'est vrai qu'il y a toujours ce moment assez incroyable quand on écoute la discographie de Brel, Amsterdam, qu'il n'a enregistré qu'une fois et c'est en public, et quand il finit Amsterdam, on voit tous les gens, enfin on imagine tous les gens se lever, et il y a une espèce de hurlement de la foule quand il termine Amsterdam. On se dit c'est vrai que ce type lever des foules. Mais là c'est pareil sur ce morceau, quoi. Je le trouve, voilà, c'est enthousiasmant, il est enthousiasmant pour 100, quoi. Donc voilà. Voire 1000 même. Morceau suivant. Je m'aperçois en regardant ces premiers morceaux que Forever Young de Bob Dylan, c'est que des auteurs là que vous avez choisis pour le moment, que des gens qui sont d'abord repérés comme des écrivaines, des auteurs, des manieurs de plumes.
Et Dylan en était un sacré. Ah oui, on est d'accord. Même s'il a révolutionné la musique et notamment la tradition folk américaine en y amenant le rock au début des années 60, mais ça reste quand même d'abord un écrivain. Oui, moi j'aime je reconnais, j'aime beaucoup la voix en musique, j'aime tout, j'aime l'ensemble bien entendu, mais j'aime la voix, et du coup j'aime les mots parce que voilà, j'aime ça, quoi. C'est des choses que vous écoutiez adolescent, ou c'est plus tard que vous Bob avez... Dylan Ouais. Je pense que mes parents ont dû écouter Bob Dylan comme ci, comme ça, je dirais, entre autres choses. Ça fait partie de l'héritage culturel de la famille. Non, je pense pas qu'on puisse dire que mes parents étaient Dylaniers. si on peut mettre l'adjectif, mais ils n'étaient pas Dylaniens, mais bon, ils avaient une culture années 70, mais pas forcément Bob Dylan. Moi, je sais pas, en fait, Bob Dylan, au-delà même du texte, parce que j'ai découvert beaucoup plus tard, parce que je me suis intéressé à cette façon d'écrire. Déjà, toutes ces chansons, avant même de comprendre le texte, je trouvais ça vraiment génial, quoi. Je trouve que ça sonne, quoi. Je trouve ça classe, ça donne envie de le chanter. Et ça porte beaucoup de choses. C'est marrant parce que souvent, d'ailleurs, moi, je me suis aperçu que je collais aux chansons de Dylan certaines choses. Sur le texte, j'étais persuadé que ça voulait dire quelque chose, que ça avait un certain sens, et puis après je me suis quand même pris à les traduire à chaque fois, à chercher la traduction. Et puis ouais, c'est un super auteur, j'aime beaucoup aussi ce principe d'écrire des chansons par rapport à ce qui se passe autour de lui, ce qui se passait, et il est pas mort, quoi. Et je suis pas allé le voir à ma pause guitare à Albi quand il a joué il y a quelques années, et sincèrement le hasard fait que j'étais pas là, mais je le regrette un petit peu. Et ouais, non, pour moi, c'est mythique, quoi, Bob Dylan, quoi, sincèrement. Autre chanteur mythique français, celui-là, qui fait aussi partie de votre playlist. Ah, c'est dur, hein. Ah ouais, c'est dur de le laisser, ce morceau. Comme ça, un chemin, c'est très très dur. Bashung, c'est voilà quelqu'un, justement, lui, qui écrit pas, qui interprète. Et n'empêche que c'est ça aussi qui est sa marque de fabrique. C'est des textes toujours mystérieux, toujours poétiques, toujours étranges. Et ça a été sa marque de fabrique pendant toute sa carrière. Et pourtant, il n'a jamais écrit une phrase. Non, mais il avait un goût certain pour a priori savoir les choisir. Apparemment, oui. Moi, j'ai découvert Bashung il y a quelques années et longtemps, pour moi, c'était quelque chose d'assez obscur, assez mystérieux, effectivement. Et c'est quelque chose que j'aime de plus en plus, mais comment dire, à la base, j'avais même un peu de mal à adhérer justement à ces textes un petit peu mystérieux. On sentait bien que c'était un choix. Et puis de plus en plus, je me suis prêté au jeu et puis je me suis mis à aimer aussi cette façon d'écrire avec des zones d'ombre, de pas tout forcément dire tout le temps. Et ça, chez Bashung, il y a ça. Puis il y a aussi ce côté aussi jeu de mots dans les premiers albums. Et donc je me suis... c'est quelqu'un que je trouve ça, il portait très bien. On a vraiment l'impression que c'est lui qui l'a écrit à chaque fois. Et puis il a tenté plein de choses. Et puis une autre manière aussi de chanter. Et c'est des choses aussi sur lesquelles vous accrochez. Vous pouvez prendre certaines parties de ces options esthétiques. Vous disiez cette façon de dire une phrase sans la dire complètement, en laissant des zones d'ombre fonctionner par ellipse. Dans l'écriture. Ouais, autant pour Strange Enquête que pour votre spectacle en solo. Dans le spectacle en solo, c'est pas vraiment ça. J'en ai pas trouvé, mais je voulais vous mettre des spectacles de monologues, de gens qui disent des textes bruts, mais j'avais pas trouvé. C'est souvent des vidéos finalement. Ah ouais. Mais en fait, ce que j'aime de plus en plus, c'est le côté peinture, en fait. Notamment chez Bashung, par exemple, c'est ce côté, on voit un tableau, on n'a pas tous les traits nets et précis, mais on a un tableau peint. Et on y voit un petit peu. Voilà. Et il suffit de se reculer pour voir les choses avec plus de netteté. Oui, voilà, où il faut attendre un petit peu, l'écouter 3 fois, ou des fois on se fait un petit peu le film qu'on y veut aussi. Mais c'est volontaire et c'est très bien, et ça laisse aussi à l'auditeur le plaisir de faire la démarche aussi, de marcher vers ce qui est dit. Pendant longtemps, c'était pas ma marque de fabrique, c'était pas ce que je voulais faire. Ça m'arrive en fait de faire des choses comme ça, mais je l'ai
produit. J'ai jamais réussi à le mettre dans un projet musical à l'heure actuelle ou dans un projet de spectacle. Donc des fois j'en fais sur des scènes ouvertes, des choses un peu comme ça. Mais ça pourrait venir. Oui, puis des fois j'écris des chansons pour d'autres personnes. Donc quand je sens que c'est un peu ça me fait plaisir justement d'essayer de faire des tableaux un petit peu comme ça. Parce que la nuit je mens, là on voit le train, on voit la nuit. On n'est pas sûr de ce bonhomme là qui n'a pas l'air très clair. Et effectivement, et le paysage est très flou. Oui. Et le paysage que l'on voit, c'est un tableau quoi. Qui est très très flou. Oxmo Puccino, j'ai mal au mic. Oxmo Puccino, qui à Toulouse avait beaucoup œuvré avec Dick Hannegarn autour du verbe, avec plusieurs spectacles qui avaient invité des gens à venir aussi au micro, sur scène. Il y a 5-6 ans, il y avait eu tout un travail avec Dick Hannegarn et Oxmo. J'allais dire le grand frère, le maître d'une génération actuelle. C'est pareil en fait, ce sont des gens qui ont su durer dans le hip-hop, dans le rap. Son second album, a priori, c'est pas l'album qui a le mieux marché et pourtant là c'est un énorme classique entre guillemets du hip-hop français là qu'on est en train d'entendre. Et c'est quelqu'un qui aura mis tellement de poésie dans le rap et puis je dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, attention. Et puis, ce côté intime aussi, de rapport avec l'auditeur aussi, c'est une autre manière d'aborder le texte dans le rap. Et puis voilà quoi, ça groove, enfin, moi je trouve ça tellement classe. Et puis voilà, il a su aussi aller accepter, il a su faire des projets où il disait, ben voilà, moi je considère que le rap aussi c'est la chanson moderne. Et avec des thèmes, des refrains, pourquoi pas. Et sur cet album, on le sent bien d'ailleurs, plus que sur le premier, qu'il est capable de faire de la chanson. Dans la structure, pas forcément pour chanter de la chanson à la Brel, mais dans un format un peu plus chanson, mais sans tomber dans une sorte de variété complètement sucré ou qui serait un peu vide quoi. Ce qui forme quand même la quasi-majorité de la production rap hexagonale. En fait, je pense que pour le rap, c'est tellement large. En 2019, on a tellement de variétés de rap différents. On a du rap effectivement très classique qui tourne vers la dance, mais dans les années 90 c'était déjà le cas, il y avait tout Unlimited, des choses comme ça. Et puis on a du rap très hardcore, du rap sur la musique électro, du rap très jazzy, comme C2C, des choses comme ça. On a vraiment des raps très très variés. De toute façon, le rap depuis maintenant 30 ans que c'est en France, il s'est accroché entre guillemets à toutes les musiques. Et donc ceux qui s'y intéressent... Il s'est mixé, il s'est... Complètement, mais partout, même aux États-Unis. À plein d'autres musiques. Mais oui. Et donc, ben voilà, quand il se mixe entre guillemets... à des trucs un peu guimauve, ça fait de la guimauve. Quand ça se met à des trucs hyper reggae, très militant, ça donne un truc reggae militant. Voilà, Oxmo Puccino, on sent tout un travail entre guillemets sur le jazz et la chanson et la poésie, et voilà, ça donne Oxmo Puccino. Enfin, voilà. Le rap a su rentrer dans la société et dans toutes les musiques. Autre hybridation américaine, celle-là, celle de l'artiste qui suit. Jill Scott Heron, qui dans les années 70 a réussi un mix assez curieux de musique brute comme ce qu'on écoute en ce moment avec la voix, mais aussi aller jouer du côté du funk et du côté du jazz. Et c'est vrai que c'est la tradition du spoken word américain, et c'est une musique qui a largement influencé la scène slam, Jérôme Pinel. En fait, pour beaucoup, Scott Heron, je ne sais jamais s'il faut dire Gilles ou Guin, mais bon, bref, c'est considéré comme le père du rap, clairement, l'un des pères en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que sur les premiers morceaux de rap dans les années 80 qui ont pu être amenés en France, il était énormément samplé, oui. Ouais, mais il y a surtout des morceaux dans les années 70, The Revolution Will Not Be Televised, même d'autres avant. The Bottle, des choses comme ça. Ouais, où il fait que parler, quoi. Ouais. C'est des morceaux scandés. Sur du jazz pour The Revolution Will Not Be Televised, il y a une autre version avec des percus. Oui, son premier album, il n'y a que des percus. Il n'y a que des percus. Oui, et il disait beaucoup de textes, donc voilà, c'est un peu considéré comme l'un des pères fondateurs du rap. Là, c'est le dernier album qu'il avait fait à la fin de sa vie, juste avant de mourir. Il est mort il y a quelques années.
avec un producteur de musique électronique, donc il était encore en train de tenter quelque chose. Voilà, moi j'adore. Voilà, clairement, Gilles Scott-Heron, je trouve ça génial. Surtout, pareil, quand tu lis les textes derrière, c'est extraordinaire et ça groove. Voilà, c'est un truc un peu plus hybride, donc c'est encore autre chose. Il fait beaucoup de reprises dans cet album, le dernier qu'il a fait. On sent qu'il veut dire quelque chose aussi de tout ce qu'il a aimé, et musicalement. Un peu un disque testament, ouais. Complètement. Et il y a quelques textes au milieu, très intéressants. Celui-là est rigolo parce que New York is killing me, là. Il rentre à la maison. Mais oui, moi je suis voilà, tous les albums de Gil Scott-Heron, c'est vraiment c'est une mine. Moi j'adore Blue Collar. En fait, j'ai découvert le blues avec une compile qu'on avait dans les stations-service à l'époque, que mon père avait eu, et j'ai découvert Gil Scott-Heron avec un morceau qui s'appelait Blue Collar, une sorte de blues sur lequel il chantait, il traversait une ville, et voilà, ça m'avait fait mal. Jérôme Pinel, c'est presque l'heure, donc on n'écoutera pas les deux, trois derniers. Il y avait quand même une question que je voulais vous poser sur Silence on tourne d'Henri Salvador. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ce morceau dans votre playlist. Oui, je l'ai mis parce que je trouve ça assez... J'ai découvert ce morceau il n'y a pas longtemps et je trouve ça tellement fort, entre guillemets, entre le chant, le parler, le jouer, en fait, dans ce morceau-là. Voilà. C'est pour ça que je l'ai mis, parce qu'il y avait déjà une tradition de musique pas que chanter, entre guillemets. Voilà. Donc, mon grand-père aimait beaucoup, donc voilà, c'était pour lui. Je le disais en début d'émission, vous jouez au Siam le 13 à l'occasion de la sortie d'une revue dans laquelle vous avez donné un texte et dans cette revue sortant le 13, ils vous ont demandé de venir jouer votre spectacle et donc vous nous avez amené un texte pour qu'on se fasse un peu une idée de ce que peut être votre spectacle en ce moment et on va finir peut-être l'interview là-dessus. Allez, ça marche. Et donc je vous fais ce texte-là. Attention le micro. La date Medjool. J'adore la date Medjool. Si ce n'était pas le prix, je t'en mangerais toute l'année. Tellement je suis épris de ce petit fruit de Méditerranée. Non content d'être un délice à vous en faire trembler, c'est aussi une amie complice excellente pour la santé. Excellente pour les sportifs, car riche en sucre naturel. Excellente pour le transit, car riche en fibres et potassium. Oui, c'est un pur kiff, un vrai don du ciel, récompensant je ne sais quel bon côté de l'homme. La date Medjool, c'est de la pâte à chibabidoum. C'est un petit bonbon qui vous roule, qui vous coule dans la bouche. La date Medjool, moi ça m'en à moitié ma boule. Il y a peu, j'étais presque de bonne humeur, et je m'enquis à la patronne du primeur qui tient à servir elle-même les Medjool à la pincette, d'une interrogation somme toute assez bête. Mais d'où viennent donc ces doux fruits pour être aussi chers? En professionnelle émérite et pour une fois d'humeur légère, elle me sortit de sous son étal un carton d'emballage, et là ce fut le choc, le drame, l'outrage. Tout allait si bien entre la Medjool et moi. Nous filions une Dolce Vita gustativo-gastrique depuis des mois. Jusqu'à ce que je lise, écrit sur ce vieux carton jauni en lettres grises, « Product of Israelian Colony ». Nom de Zeus, Marty. Est-il possible, quelques 20 ans après l'an 2000, d'avaler le moindre fruit tranquille sans que ne débarque sur nos innocentes papilles je ne sais quel bordel de l'autre bout du globe où l'humanité part en vrille? La date Medjool, ma petite date Medjool, ma petite pâte à douceur, mon petit bonbon qui roule, pousse sur ces terres où la vengeance règle des jours, où depuis des millénaires, l'histoire s'écrit en rouge. Moi qui verse une larme à chaque reportage sur l'assassinat d'Yitzhak Rabin, vais-je pouvoir y croquer dedans sans avoir le moindre spleen, sans avoir des visions de Ban Ki-moon, de Kofi Annan, promettant les pires tourment à mon âme? Y croquer dedans fait-il de moi un connard d'occidental indifférent à la misère autour de lui? En acheter encore signifie-t-il boulonner un peu plus fort tous les miradors de Cisjordanie? La boycotter fait-il de moi un antisémite, un nazion 2.0, un apprenti terroriste bientôt fiché S dans toutes les gendarmeries du Tarn, de l'Aude et de l'Hérault? Dois-je me mettre à jeûner? Dois-je me mettre au pruneau à jeûner, qui certes est bien moins agréable sur le palais mais garantit son drone armé dans la palmeraie? Car pour être sûr il faut manger français. Manger français c'est plus sûr, manger français c'est plus sain, manger français c'est manger patrie, c'est manger drapeau, c'est jamais trop
dans ton chariot. Manger français, c'est manger solidaire, c'est manger pesticides, c'est manger Monsanto, c'est manger pesticides. Oui, mais français, donc c'est déjà moins pire. Manger français, c'est manger De Gaulle, c'est manger Marianne, c'est manger Jean Moulin, c'est manger grand discours à la tribune des Nations Unies. Et que je t'en rêverai que le réchauffement climatique nous pousse le Sahara jusqu'au Larzac, comme ils plantent de la medjool transgénique, garantissant Kalash, sans C4, la date medjool, déjà que ça me rendait à moitié ma boule, ça va pas s'arranger si on m'y rajoute le sang qui coule, les bidonvilles de Gaza, le Hezbollah, le Mossad et les balles Doum Doum. La date medjool, déjà que c'est cher, le kilo à 24 boules, la date medjool, la date medjool, la date. J'en étais là, lorsque la patronne me reprit. Et je crois qu'il en pousse aussi en Californie. Je savais bien qu'il manquait quelqu'un. Il manquait les Américains. Il manquait la CIA, Coca-Cola, les G.I. Joe et tout le soin de soin. Heureux les gens trop speed qui ne lisent pas l'étiquette. Eux ne poussent pas de grands cris en réchauffant leur parquet. Voilà, Jérôme Pinel, extrait des monologues d'un code barre que l'on pourra voir le 13 mars prochain au Siam. C'est là-dessus que Caramel Mou s'achève ce soir. Super concert à l'Impro avec Facteur Sauvage. Le reste des concerts, vous le regardez sur votre site internet préféré. On se retrouve nous la semaine prochaine. B-Side et Wifong, c'est tout de suite. Salut les filles. Nous avons quand même des renseignements, commandant. Et nous les avons tous programmés à un ordinateur. Grâce à un appareil américain, nous pourrons simuler à l'avance votre expédition.